Connectez-vous, je vais lâcher la bombe ce soir. Je vais lâcher la bombe ce soir. Connectez-vous. Vous allez découvrir qui est Stéphane Kipré. Qui est ce Stéphane Kipré? Quel est le coup qu'il a monté pour atteindre Laurent Gbagbo? Voilà, c'est le secret que je vais dévoiler ce soir. Quel coup il a monté avec Guy Vincent Kodia pour pouvoir avoir la fille de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, connectez-vous massivement. Là, il ne s'agit pas de la plaisanterie. Non, on va cracher la vérité. Donnez-moi au moins, s'il vous plaît, 2 minutes, s'il vous plaît. De grâce, donnez-moi 2 minutes. On va régler l'affaire. Excusez-moi, j'ai demandé 2 minutes. Je vais respecter l'heure, s'il vous plaît. Partagez la vidéo si possible. Parce que voilà, je vais essayer de dévoiler certains secrets ce soir. Donc, partagez-la immédiatement. Nous allons dévoiler des vrais secrets. Sur Guy Vincent Kodia et Stéphane Kipré, voilà, ainsi que sa femme Sylvie Kodia. C'est la femme de Guy Vincent Kodia qui s'appelle Sylvie Kodia. Il va tout dévoiler. Voilà, quel deal ils ont fait pour pouvoir rentrer dans le palais présidentiel pour prendre la fille de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ce soir. C'est très important. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Ce que Stéphane Kipré a fait, c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et il faut dire aux Ivoiriens, ils vont savoir qui est cet homme. Le monsieur qui suit, il est qui réellement. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ses faux coups. Il a commencé à faire ça il y a longtemps. J'espère que je suis encore dans le temps. Hein. Excusez-moi. Bon, nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Ok, c'est très important. Ok, bonsoir, bonsoir à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, ainsi que tous les Africains et toutes les Africaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable, bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. D'abord, pour commencer, je vais mettre un petit truc enregistrement, vous allez écouter, vous comprenez? Voilà. Je vais parler ici de Sylvie Kodia, c'est-à-dire la femme de Guy Vincent Kodia, de M. Stéphane Kipré. Quel deal il a signé avec Guy Vincent Kodia? Comment est-ce que M. Stéphane Kipré a pu pénétrer dans le palais présidentiel pour avoir la fille de Laurent Gbagbo pour pouvoir l'épouser et voler l'argent, les 4 milliards des Ivoiriens. C'est ce que je vais vous expliquer parce que Stéphane Kipré, vous ne le connaissez pas. C'est pas aujourd'hui ce monsieur a commencé à faire cette manigance. C'est pas aujourd'hui ce monsieur a commencé à faire des deals. C'est pas aujourd'hui Stéphane Kipré a commencé à faire des trucs, des choses bizarres. Donc, écoutez, je vais mettre un petit truc. Vous allez écouter pour voir. Ok? Oh, mais dis donc. Je ne parviens pas à lire l'enregistrement. Merde. Bon, c'est pas grave, on va parler quand même. Je voulais vous montrer une preuve. Voilà, enregistré l'un de ses amis, c'est-à-dire ami de Guy Bessakodia et ami de Stéphane Kipré. Voilà. Parce qu'apparemment, il y a une église de Guy Bessakodia. Il a mis une église en France. Donc,
comme son ami lui l'a aidé à voir la fille de Laurent Gbagbo, Stéphane qui prêche chaque dimanche, il s'en va faire le travaillement comme Doug Saga dans cette église en France. Il s'en va faire le travaillement, il partage l'argent aux fidèles de cette église. Parce que c'est une église de Guy Vincent Kodian qui est en France. Attendez, je vais vous expliquer. Qui connaît Sylvie Kodian, c'est-à-dire la femme de Guy Vincent Kodian en ce moment? Guy Vincent Kodian, il s'est marié avec cette femme. Et ils ont fait leur mariage aux États-Unis. Vous comprenez? Ils ont fait leur mariage aux États-Unis. Donc la femme de Guy Vincent Kodian qui s'appelle Sylvie Kodian, c'était l'ancienne, petite amie de M. Stéphane Kipré. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous dévoile le secret aujourd'hui. Stéphane Kipré, il sortait avec la femme de Guy Vincent Kodian, c'est-à-dire c'était sa petite amie, sa copine. Mais comme Stéphane Kipré, il n'avait pas d'argent, sachant bel et bien que Guy Vincent Kodian est l'ami de Stéphane Kipré. Vous comprenez? Mais là, Guy Vincent Kodian, lui, il ne peut pas épouser la fille de Mme Simone Gbagbo. Parce que, apparemment, lui et Simone Gbagbo, ils sont parentés. Vous comprenez? Donc, Guy Vincent Kodian, il ne peut pas se lever comme ça pour aller au palais présidentiel ou bien à la résidence pour demander des milliers, pour des milliards ou bien des millions pour qu'on lui donne ça comme ça. On peut lui donner quelque chose, mais pas des millions et des millions. Alors, pour essayer de racketter M. Laurent Gbagbo et sa femme, il fallait que lui, M. Guy Vincent Kodian, il branche son propre ami sur sa cousine, qui est la fille de Mme Eyive Simone Gbagbo. Parce que Eyive Gbagbo, elle est parentée avec Guy Vincent Kodian. Raison pour laquelle le couple présidentiel partait dans l'église de M. Guy Vincent Kodian. Je vous explique l'histoire. Donc, Mme Sylvie Kodian, en ce moment, la femme de Guy Vincent Kodian, c'était la petite amie de monsieur, comment il s'appelle même, de monsieur Stéphane Kipré. Donc, Stéphane Kipré, lui, il donne sa copine parce que Guy Vincent Kodian, il était amoureux de la copine de monsieur Stéphane Kipré. Donc, ils font l'échange. C'est-à-dire, vous savez, c'était des anciens brigands, ça y est, dans leur tête. Voilà, il est pasteur, mais son ancien comportement n'est pas quitté dans sa tête. Donc, il était amoureux de la copine de M. Stéphane Kipré, qui est aujourd'hui Sylvie Kodian. Donc, comme il était amoureux, Guy Vincent Kodian, il demande à Stéphane Kipré de faire le bas, c'est-à-dire d'arranger pour que lui, il puisse prendre la copine de Stéphane Kipré, mais lui en retour, il va tout faire pour que Stéphane Kipré puisse épouser la fille du président. Alors, quand ce monsieur Stéphane Kipré a attendu la fille du président, ses yeux ont commencé à balancer. Maintenant, vous savez, les filles de nos jours, elles aiment bien l'argent. Donc, Sylvie Kodian en ce moment, comme Guy Vincent Kodian, il est un pasteur, il gagne de l'argent. Donc, quand la fille a vu que non, le pasteur veut te marier, le pasteur, il a besoin de toi. Elle aussi, elle est rentrée dans le mouvement parce que Stéphane Kipré, il n'avait rien avant. Il était simplement un membre du MFM et il n'avait pas de millions. Mais sachant bien que s'il épouse la fille du président, Stéphane Kipré va devenir très riche. Donc, il a accepté ce deal. Voilà le deal qu'ils ont signé, lui et Guy Vincent Kodian. Donc, il donne sa petite amie en échange d'avoir la fille du président. Et c'est comme ça, Guy Vincent Kodian, sachant bien qu'il est parenté avec la femme du président, qui est Simone Eyive Gbagbo, lui, il s'en va maintenant manager pour la fille de Eyive Gbagbo. Et maintenant, c'est là qu'il va dire à Laurent Gbagbo et à sa femme pour dire Dieu m'a révélé. Vraiment, il y a des bandits, quoi. Des pasteurs, ils prennent des deals pour mettre Dieu devant. Maintenant, lui, en retour, il dit Dieu m'a révélé que ta fille, il va épouser Stéphane Kipré. En ce temps, il a demandé à Stéphane Kipré d'aller dans son église. Vous voyez comment ils font des bêtises? Il dit viens dans mon église. Maintenant, le jour où eux, ils vont venir à l'église, je vais prêcher, je vais dire Dieu m'a révélé que toi, tu vas épouser sa fille. Laurent Gbagbo, il sait bel et bien que Stéphane Kipré, c'est un grand rebelle. Mais Laurent Gbagbo, il était obligé de céder. Ce jour-là, Dieu va prier ce qu'il devait prier. Il faut pardonner ton prochain. Si ton ami t'a fait mal parce qu'il visait quelque chose, il avait un objectif à atteindre. C'est-à-dire
fait tout pour faire accepter Laurent Gbagbo à ce qu'il cède pour que Guy Vincent Kodia, non, Stéphane Pré épouse sa fille. Donc il a prêché de la manière il allait prêcher. Et maintenant, vers la fin, il dit Dieu me révèle que toi, c'est ton mari qui est là. Voilà comment Stéphane Pré il rentre en contact avec la fille du président, qui est la fille de M. Laurent Gbagbo. Et donc, il prend cette fille. En retour, Guy Vincent Kodia, il prend la petite amie de M. Stéphane Pré, qui est aujourd'hui Sylvie Kodia. Vous comprenez? Et c'est comme ça, ils se sont mariés. Stéphane Pré a épousé la fille du président, Guy Vincent Kodia. Lui aussi, il épouse la fille, la copine de M. Stéphane Pré. Ils vont en Amérique, il épouse la fille là-bas et ils repartent en Côte d'Ivoire. Maintenant, suite à ça, comment il s'appelle? Stéphane Pré. Maintenant, il est rentré dans le palais présidentiel. Le couple présidentiel l'a pardonné. C'est-à-dire tout ce qu'il avait fait auparavant, les assassinats, la rébellion, tout ça là, ils lui ont pardonné parce que Guy Vincent Kodia a prêché. Il a mis des choses dans la tête de Laurent Gbagbo et de Madame Yves Gbagbo pour dire qu'il faut laisser. Sachant bel et bien que c'est leur pasteur, ils sont obligés d'accepter puisqu'ils venaient de se donner à Dieu. Laurent Gbagbo, excusez-moi pour ceux que ça va blesser, mais il était dans le mouvement de la franc-maçonnerie. Donc sa femme, Simone Yves Gbagbo n'était pas là-dedans. C'est elle qui a dit à son mari, il faut quitter là-dedans, donne-toi à Dieu. Donc Laurent Gbagbo, il venait de se repentir. Donc, il ne faisait plus partie du système, vous comprenez, de la franc-maçonnerie. Il venait de se confier à Dieu. Et donc, son pasteur lui prêche des choses comme ça, il est obligé d'accepter. Donc, facilement, il s'est fait avoir par Guy Vincent Kodia, le malfrat, un grand truc, un grand délinquant, ancien délinquant qui faisait la délinquance avec les John Pololo, les gars à montagne, les Ibok et tout ça en Côte d'Ivoire. Ils ont foutu la merde. Voilà le deal qu'ils ont signé. Maintenant, quand Stéphane Pré a obtenu la femme, sa femme, qui est la fille du président, et la fille de Simone Yves Gbagbo, alors ce dernier, il met pression maintenant sur sa femme pour dire à ton père et à ta mère de me confier une certaine tâche que moi, dans le domaine de business, je suis très fort. Stéphane Pré, je vais vous révéler qui est ce Stéphane Pré, lui que vous suivez là. Je vais vous révéler parce que c'est pas aujourd'hui, il a commencé sa délinquance. C'est pas aujourd'hui, il a commencé ce truc, c'est deal bizarre. Ce n'est pas aujourd'hui, Stéphane Pré a commencé ces trucs, vraiment le mal en fait. Donc, il demande maintenant à la fille du président, qui est maintenant sa femme, de dire à ses parents de lui confier une certaine tâche que dans l'histoire du business, domaine du business, lui, c'est pas tout prêt, il peut bien gérer ça. Voilà comment le président de la République de la Côte d'Ivoire, son excellent M. Laurent Gbagbo, il prend la décision de lui confier une certaine tâche. Mais avant que l'argent, c'est-à-dire le rôle qu'il lui a confié, avant que l'argent ne soit versé, il faudrait que la signature, il y a 2 copies. C'est-à-dire une copie pour la signature du président et une deuxième copie pour la signature de Stéphane Pré, afin que l'argent vienne. Mais quand l'argent vient, le président sait combien qui est rentré et comment ils vont, où ils doivent mettre cet argent. Mais quand cet argent vient, maintenant, c'est lui qui demande à Stéphane Pré, voici dans quoi tu dois investir cet argent, voici là où il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, sachant bel et bien que le président avait une fiche à signer et mettre un tampon là-dessus pour que ceux qui doivent verser l'argent dans la main de Stéphane Pré, eux, ils puissent savoir que le président a donné son accord. Donc, il y a 2 copies. Si les 2 copies ne sont pas là, on ne peut pas verser l'argent. On ne peut même pas verser l'argent. Et c'était du domaine du cacao et du café. Vous comprenez? Voilà. Le domaine du cacao et du café. Voilà cette tâche qu'ils avaient confiée à Stéphane Pré. Alors, suite à ça, Stéphane Pré, quand il est là-bas, il étudie la signature du président. Il avait autre mentalité dans sa tête. Il avait autre gamme, c'est-à-dire réussir à falsifier la signature de Laurent Gbagbo pour qu'on puisse verser cet argent sans que le président de la République ne soit au courant. Là, le président de la République, il va attendre, il va dire, ah, peut-être l'argent n'est pas encore venu. Peut-être l'argent n'est pas encore venu. Or, pourtant, l'argent est déjà venu. Donc, il a réussi à falsifier la signature de Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça, sans l'accord de Laurent Gbagbo, lui, il a signé le document, c'est-à-dire la fiche que Laurent Gbagbo devrait signer. Lui, Stéphane Pré, il signe et il met le tampon. Maintenant, lui, la propre fiche qu'il devrait signer, qu'il signait d'habitude, il signe, il met un tampon et il envoie. Il envoie ça par courrier. Donc, ceux qui devaient verser l'argent,
Ils ont dit, ah, le président a signé, et Stéphane Kipré a signé, et il verse les 4 milliards. Stéphane Kipré, il prend ces 4 milliards, et il fait ça de sa propre société, de sa propre, comment on appelle ça, économie privée. Et il prend cet argent, il cache. Voilà comment cette affaire a déclenché. Stéphane Kipré a volé 4 milliards de l'État ivoirien. Vous comprenez? Donc, cette affaire a déclenché. Alors, voilà la prison, voici la justice, voici la liberté. Il y a 3 cas. Soit dans la prison, soit il comparaît devant une juridiction quelconque, ou soit il a la liberté. Mais comment faire pour le mettre en prison, sachant bel et bien que la fille du président est tombée maintenant amoureuse de ce délinquant, de ce grand voyou, oui, de ce grand voleur, de ce grand assassin, de ce grand rebelle. La fille du président maintenant, elle tombe amoureuse parce qu'elle a aimé profondément. C'est pas qu'il pourrait. Ils ont maintenant un enfant. Voyant les petits enfants de Laurent Gbagbo incapables de maintenant traduire ce dernier devant une juridiction, il ne peut plus arrêter ses ventes qui prennent parce que son beau vient de commettre un truc, un vol. Alors, il peut faire quoi? Il fallait que maintenant il étouffe cette affaire. C'est-à-dire essayer de cacher l'affaire sans afficher ça, sans rendre compte à la nation ivoirienne. Parce que afficher, c'est pas qui prêt, c'est de gâter le nom de sa propre fille, le mari, le nom du mari de sa propre fille, et c'est lui aussi ses petits enfants. Voilà comment c'est pas qui prêt, c'est en sorti, et il pense que c'est normal parce qu'ils l'ont pas mis en prison. Donc il se prend au sérieux, il se joue les dangereux. Oh, pourtant, c'est parce qu'il avait épousé, et c'est parce qu'il a épousé la fille du président et qu'ils ont eu des enfants. Donc le président et Madame Simone et Yves Gbagbo ne pouvaient pas ensemble prendre une décision pour foutre ce dernier en prison. Voilà comment Stéphane Kipré a réussi son coup. Donc il progresse dans cette délit. Voilà comment il a réussi son coup. Et donc suite à ça, au moment où ça devrait déclencher, Stéphane Kipré, il a fui, il est venu à Paris. Il était bien à l'aise, il a eu encore l'idée de fabriquer un faux passeport diplomatique. Il a fait maintenant un faux passeport diplomatique dans le pays des Blancs. C'est pas qu'il fait maintenant des passeports diplomatiques. Les gens qui sont au Ghana, ils savent, ils disent, moi je peux te faire venir en Europe. Donc, avant de te faire venir en Europe, je vais te donner un passeport, je vais faire un passeport pour toi, je vais t'aider pour que voilà, l'ambassade fasse un passeport. Gars, ce n'est pas l'ambassade qui fait passeport, c'est lui-même qui fait passeport. Il a toutes les machines parce qu'il a l'argent, il a payé les machines les plus nécessaires et il a étudié le passeport diplomatique. Il sait comment on fait ça, il a appelé des experts et lui-même, ses clients, il tape ses passeports diplomatiques. Et les gens qui sont au Ghana, il demande maintenant l'argent, tu lui donnes de l'argent, il te fait venir en Europe avec ce faux passeport. C'est comme ça qu'il a fait venir les Sékou Tremé et autres. Il les a fait venir ici en Europe parce que Sékou Tremé, quand il a fui, il est parti au Ghana directement. C'est de là-bas. Il a fait fuir Sékou Tremé. Il était d'ailleurs en Europe. Il était d'ailleurs en Europe. Et il a travaillé avec Stéphane Kipré. Et c'est ce même passeport diplomatique falsifié par ce monsieur Stéphane Kipré qui lui a servi d'aller au Canada. Et aujourd'hui, Sékou Tremé, ceux qui ne le connaissent pas, il était l'ancien secrétaire de la FECI. Vous comprenez? Dans les années 2005-2006, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, c'est Sékou Tremé, on l'appelle Serge Kofi, il est maintenant aux États-Unis. Donc, Stéphane Kipré, voici ce qu'il a fait. Il y a une île vers le Moyen-Orient qu'on appelle Chypre, entre Grèce et la Turquie. Cette île se trouve là-bas, c'est une île française. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est là-bas, ils ont arrêté Stéphane Kipré, ils l'ont cloué là-bas. Mais comme il a beaucoup d'argent, il est sorti. Donc, depuis ce jour-là, il a stoppé l'histoire de transport du passeport diplomatique qu'il a falsifié. Parce qu'ils lui ont dit, si jamais on l'attrape encore avec ça, ou bien on attrape un individu avec ce passeport, lui, ils ne vont plus lui donner du corps, ils ne vont plus le faire cadeau. Il connaît sa direction. Ici, c'est en Iran, on ne joue pas. Voilà comment il a laissé l'histoire du passeport diplomatique. Suite à l'histoire de Laurent Gbagbo, il se présente à la présidence du parti du FPI. C'est pas qui prend encore, il prend l'initiative comme il sait bien, il connaît bien la signature de Laurent Gbagbo. Vraiment. Vous savez, c'est pas qui prend lui et ils sont comme ça. Et donc, comment il faut faire? Il faut faire maintenant un coup d'État contre Abdou Dessant. C'est pas qui prend maintenant, il prend la décision de falsifier. Taper un document qu'il a donné à un juge truc hollandais qui tape le document. Et c'est pas qui prend, lui, il met la signature.
Il met la signature comme si ce document avait été tapé par Laurent Gbagbo, avait été écrit par Laurent Gbagbo, et donc Laurent Gbagbo aussi a signé. Or, c'est lui, c'est pas qui prend maintenant qui vient signer. Le juge, il tape et il met tous les codes qu'il faut avoir, que le document devrait porter parce qu'il est dans le domaine de la juridiction. Maintenant, la signature, ils sont venus voir Stéphane Kipré et il met la signature. On envoie ce papier en Côte d'Ivoire pour dire Laurent Gbagbo se présente en tant que président du FPI. Vous comprenez, Laurent Gbagbo, il n'a rien à foutre avec l'histoire du président du FPI. Laurent Gbagbo, il a déjà dépassé des trucs à ce stade. Laurent Gbagbo, il ne peut pas lutter la place de la présidence du FPI avec ses petits. Quand je dis ses petits, c'est-à-dire tous ceux qui l'entourent, tous ceux avec qui il a milité au sein du parti, il ne peut pas lutter cette place. Laurent Gbagbo, on connaît là. Jamais il ne peut pas s'humilier à lutter encore place je vais devenir président du FPI. Jamais, il ne peut jamais. Lui, où il doit lutter là, c'est la place du fauteuil présidentiel. Il se bat il va faire quoi un parti politique? Laurent Gbagbo, il n'a rien à voir un parti politique. Là, il a confié le parti politique à ses petits. Ils n'ont qu'à gérer ça. Lui, ce qu'il vise, c'est d'être président de la République pour continuer son combat. Donc, Aboudraman Sangaré, c'est pas qu'il prend, il faut croire aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo, il veut être président du pays. Il diminue encore le nom de Laurent, il diminue encore Laurent Gbagbo. Il réduit Laurent Gbagbo. Et il garde l'image de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il n'a pas besoin d'être encore président du pays pour mener son combat. Lui, là où il vise, c'est le fauteuil présidentiel. Mais voilà comment Aboudraman Sangaré et Stéphane Kipré, ils ternissent l'image de Laurent Gbagbo. Donc, c'est ceux-là qui n'aiment pas Laurent Gbagbo. Mais ils vous font croire. Oh, eux-mêmes, ils cherchent à se positionner, c'est-à-dire Aboudraman Sangaré, ils cherchent à s'asseoir dans le fauteuil pour qu'on lui dise aujourd'hui tu es le président du pays, pour que tout l'argent, parce que n'oubliez pas, chaque parti politique de la Côte d'Ivoire reçoit un salaire en tant qu'un parti politique chaque fin du mois. Donc c'est ce salaire, Aboudraman Sangaré, il vise, raison pour laquelle il déclare la guerre à Funguessan. Donc je suis quitté du côté de Guy Vincent Kodiam, avec Stéphane Kipré, Sylvie Kodiam, et maintenant je vais établir la vérité. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que c'est l'histoire de Gbagbo, Afi n'aime pas Gbagbo, Sangaré aime Gbagbo. C'est pas ça. Non, oubliez ça même. Ce n'est pas histoire de dire Afi n'aime pas Gbagbo, Sangaré aime Gbagbo. Là, le combat, la division du FPI, c'est quelle division? C'est le combat du leadership entre Afi et Sangaré qui veut prendre le trône du FPI. Voilà le vrai problème. Il ne faut pas, ils vont vous berner les yeux pour dire c'est parce qu'Afi n'aime pas Gbagbo. Non, il coopère avec. Loin de là, Sangaré, il veut devenir le président du pays. Parce que, vous savez, Laurent Gbagbo, il est en prison. Ok. Sachant bel et bien qu'il est en prison, on ne peut pas dire qu'il n'a qu'à être président du pays. Sinon, si c'était possible, Blagoudé allait être toujours le président du COGEF. Vous comprenez? Quand tu vas à la CPI, là, ton titre de président que tu avais, on t'enlève ça, on t'arrache ça. Tu deviens un prisonnier simplement. Tu n'as aucune responsabilité politique. Donc, ton poste, tu dois confier ça à quelqu'un. Vous comprenez? Tu dois confier ça à quelqu'un. Même si tes partisans te reconnaissent en tant que leur président, en tant que leur leader, mais eux, aux yeux de la justice, toi, tu n'as aucune tâche à remplir là-bas. Ce sont tes partisans qui te reconnaissent en tant que président, mais à la CPI là-bas, tu n'es qu'un prisonnier. Tu n'as aucune responsabilité là-bas pour dicter des lois encore à ton parti politique. Tu peux leur parler, mais ce n'est pas toi de prendre les décisions. Si on veut faire les réunions, non. Parce que c'est ça la justice. Vous comprenez? Justice des Blancs, c'est comme ça. C'est comme ça. On t'interdit certaines choses. Donc, Sangaré, lui, il falsifie les documents avec Stéphane Kipré pour dire Laurent Gbagbo veut être candidat. Depuis quand il ternit sur l'image de Laurent Gbagbo pour dire le vieux, il veut être président. Mais le vieux, il ne veut pas lutter la place de la présidence avec vous. Lui, c'est le fauteuil présidentiel, il vise pour mener le combat contre les impérialistes. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Il mène un combat contre les impérialistes. Donc, il va faire quoi? Être président du pays. Ce n'est pas là-bas il va mener le combat. C'est d'être président de la Côte d'Ivoire pour gérer tout le pays, avoir la responsabilité du pays pour mener le combat. Donc, Aboudraman Sangaré, c'était un coup d'État, il voulait faire contre Afi. Maintenant, quand Afi va quitter, il va dire bon, comme le président de la République n'est pas là, moi, Aboudraman Sangaré, je représente Laurent Gbagbo. Et donc,
l'argent que l'État ivoirien va verser au parti FPI, ce n'est pas à Laurent Gbagbo, ils vont donner ça à 7 pays. Lui, il est en prison. Ce que ses partisans doivent faire pour le libérer, c'est de militer, essayer de mener une offensive diplomatique pour essayer de trouver la libération de ces prisonniers. Donc, l'argent qu'ils vont verser à ce parti, Aboudraman Sangaré, il va récupérer cet argent pour mettre ça dans les poches. Dans le but de dire non, cet argent me revient parce que je dois militer pour faire sortir Laurent Gbagbo. Voilà la philosophie de M. Aboudraman Sangaré. Voilà dans quoi ils sont. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. J'ai résumé tout ce qui se passe au sein du FPI. Donc, c'est Fatih Pré. Si vous ne le connaissez pas, voici comment il a fait le coup fatal qu'il a donné à Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il a fait, le deal qu'il a fait avec Guy Versa Kodia, un pasteur brigand, un pasteur moribond, un grand pasteur voleur, un grand pasteur violeur, parce que c'est un ancien brigand, c'est un ancien violeur, un ancien voleur. Celui-là, il connaît, il y a esprit de brigandage dans sa tête. Donc, ce n'est pas fini. Et Laurent Gbagbo, oh, vraiment, il a piégé le président. Voilà ceux-là, c'est ceux-là qui étaient autour de Laurent Gbagbo. Voilà comment ils l'ont fait tomber. Ils partaient prêcher dans les oreilles du président des choses bizarres qui savent que non, c'est faux. Maintenant, le Guy Versa Kodia, il partait rassurer au président. Mais je me demande s'il n'a pas été à la base du coup préparé avec les rebelles, avec les Français. Parce que c'est pas lui là, c'est un ancien rebelle. S'il a pu faire un coup contre Laurent Gbagbo, mais peut-être qu'il a aussi fait un coup contre Laurent Gbagbo en lui disant non, les rebelles ne peuvent pas t'enlever au pouvoir, la France ne peut pas intervenir, reste calme, au dernier moment, les anges vont venir t'aider. Ce Guy Versa Kodia, il est capable. Parce que ce pasteur, il ne m'explique pas confiance. Depuis qu'il a fait le coup contre Laurent Gbagbo pour donner sa propre fille, la fille de Laurent Gbagbo à Stéphane Kipré, depuis ce jour-là, vraiment j'ai peur de ce monsieur-là. Il ne m'inspire pas confiance. Voilà pourquoi ils ont eu Laurent Gbagbo. Voilà tous ceux qui ont blagué Laurent Gbagbo. Et c'est ce dernier, Stéphane Kipré, que vous suivez, mais vraiment prenez conscience à un moment donné. Tous ceux qui sont les cyberactivistes, écoutez-moi bien. Vous comprenez? Parce que je sais que Stéphane Kipré a recruté des cyberactivistes, il leur donne de l'argent via leur compte bancaire. Il les paye. Maintenant, ceux qui nous assistent, c'est-à-dire les femmes et tous ceux-là, eux, ils nous assistent. Ils pensent que vous menez des bons combats, mais en réalité, c'est parce que vous êtes payés. Donc, vous les montez à longueur de journée. Et ils pensent que vous êtes sur des bonnes lignes de conduite, mais en réalité, vous êtes sur des fausses lignes. Vous comprenez? Donc, arrêtez de mentir, les Ivoiriens. Chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, nous sommes en Europe. En Europe, c'est la liberté de l'expression. En Europe, c'est la liberté de faire ton propre choix. En Europe, on n'exige pas d'accepter quelque chose que tu n'aimes pas. Ce n'est pas la dictature morale. En Europe, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors, mes frères et sœurs, je vous demande de ne pas être des esclaves de tous ceux qui vous mentent. Vous devez essayer de raisonner dans le passé qui était Stéphane Kipré. Avant de suivre ce monsieur, comment est-ce qu'il a fait pour avoir la fille du président? Parce que tu ne veux pas me déclarer la guerre et avoir ma fille comme ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et c'est ce que je vous ai expliqué ce soir, comment il a pu faire pour se retrouver au palais présidentiel. Sinon, si ce n'était pas le cas, et qu'il partait là-bas directement, on allait dire que Laurent Gbagbo était complice de la rébellion. Mais non, ce n'était pas le cas. Voilà comment ça s'est passé. Via un pasteur qui est parenté à la femme de Laurent Gbagbo, qui a fait fléchir les genoux au couple, Laurent Gbagbo et sa femme, pour pouvoir donner leur fille à Guy Versa Kodia, à Stéphane Kipré. Vous comprenez maintenant? Donc, voici le vrai problème. Ce Stéphane Kipré a endeuillé les Ivoiriens. Les gens de l'Ouest, vous, les gens de l'Ouest, vous qui soutenez Laurent Gbagbo, écoutez-moi très bien. Les guerriers, vous qui soutenez Laurent Gbagbo, écoutez-moi très bien. Les Atiers, vous qui soutenez Laurent Gbagbo, écoutez-moi très bien. Les Bétés, vous qui soutenez Laurent Gbagbo, écoutez-moi très bien. Les Gourous, tous ceux qui puissent exister en Côte d'Ivoire, qui soutiennent Laurent Gbagbo, qui voient que non, ils ont perdu leurs parents en Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Ne changez pas de position. Ne vous ralliez pas à Stéphane Kipré. N'oubliez pas, en 2002, c'est là tout a commencé en Côte d'Ivoire. En 2002, 19 septembre 2002, les Ivoiriens n'ont pas dormi. Une rébellion bien formée a frappé le poumon
de notre pays. Là où notre pays respire, c'est-à-dire à Abidjan. Parce que sans Abidjan, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Tout se base sur Abidjan. L'économie en Côte d'Ivoire est basée sur Abidjan. Yamoussoukro, ce n'est que la capitale politique, mais Abidjan est la capitale économique. Donc, si tu arraches la ville d'Abidjan, et qu'on dit les Ivoiriens n'ont pas vivre dans les autres villes, ils ne vont pas vraiment s'en sortir. Parce que tout se base sur Abidjan. Ils ont frappé le cœur de notre pays. Ils ont frappé le cœur de notre pays. Ils ont déstabilisé notre pays. Ils ont tué beaucoup de grosses têtes du FPI. Ils ont tué beaucoup. Bogadoudou est mort. Il y a eu les Marseillais. Je ne peux pas compter les morts, mes frères. Ceux qui se souviennent, en 2004, sur le pont Félix Houphouët-Boigny, sur le pont de Gaulle, qui rallie Plateau à Trècheville. Vous comprenez? Et Plateau à Makori, je pense, je ne sais pas si c'est Makori, mais quand tu quittes vers Plateau, tu passes, il y a un pont qui est là où il y a le quartier Biafra. Mais la police, c'est-à-dire les militaires français, ont battu les Ivoiriens à l'aide des hélicoptères. Ils ont tiré sur les Ivoiriens. Mais vous pensez que c'était qui? À cause des Stéphane Kipré. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Parce que avant de connaître tes racines, il faut connaître l'histoire. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas te perdre dans le désert. Voilà pourquoi les Africains ils ne s'en sortent pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Ils nous ont menti. Donc, cette rébellion, il ne faut pas que les gens ils nous mentent dans cette rébellion. On sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Pourquoi est-ce que vous suivez vos bourreaux d'hier? Vous combattez Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Vous combattez Alassane Ouattara, vous dites que Alassane Ouattara il est le père de la rébellion. Vous dites que Soro Diom est le père de la rébellion. Vous combattez les Soro Diom, les Ouattara, les Chéri Ousmane. Vous combattez tous ceux-là qui ont donné les Ivoiriens. Vous combattez les IB. Mais ceux qui ont mené l'histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire, ce n'était pas Soro Diom. Soro Diom, il est venu après. C'est-à-dire quand Soro Diom était ici en Europe, c'est en 2004, IB l'a appelé pour venir l'aider. Vous comprenez? Mais ceux qui ont commencé la rébellion, ce sont les Stéphane Kipré, les MPCI, les Zagazaga, les Trico, les MPIGO et tout ça. C'est les Stéphane Kipré qui ont créé d'abord la rébellion. Les Anaki communaux, les MFA, ils étaient au sein. Voilà les partis politiques qui se sont assis pour créer la rébellion. D'abord, il n'y a pas longtemps, il y a eu une révélation de la part des rebelles qui ont dit c'est Henri Konan-Bédié qui a payé les armes. Mais au début, en 2002, tous ceux-là, ils étaient dans un même clan. Ce sont eux qui ont financé cette rébellion. Ce sont eux qui ont fait une coalition dans le mal. C'est-à-dire une coalition dans le mal pour entrer la nation ivoirienne. Les nordistes sont morts. Je n'en dis combien pas. Les gens de l'Ouest sont morts. Vous, les gens de l'Ouest, ceux qui vous ont tué aujourd'hui, vous vous battez pour eux, pour leur bien-être. Si c'est cela, alors laissez Alassane Dramane tranquille. Laissez-le tranquille. Mais si aujourd'hui les Ivoiriens sont en prison, et que Laurent Gbagbo il a lancé le pays, mais c'est parce que les Stéphane Kipré au début ils ont fait une rébellion. Et cette rébellion, il n'y a pas eu de désarmement en Côte d'Ivoire. Et cette rébellion a pris forme à Boaké, à Korogo. C'est ça qui a mené la Côte d'Ivoire dans cette situation. C'est ça qui fait que les Ivoiriens, ils pleurent aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire. Et vous vénérez Stéphane Kipré. Vous vénérez Stéphane Kipré, c'est que vos morts ne vous faites rien, ne vous font rien plutôt. Vos morts, ça ne vous dit rien. Mes frères et sœurs, prenez conscience. Quiconque est derrière Stéphane Kipré est un rebelle. Parce que quand tu coopères avec la rébellion, tu ne peux pas être dissocié de ce rebelle. Alors vous êtes associé. Je vous demande pardon. Stéphane Kipré, on ne met pas. L'argent que vous gagnez derrière Stéphane Kipré, allez-y chez d'autres leaders, ils vont vous donner. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous combattez Afi. Afi est un traître. Afi est ceci. Qu'il soit traître ou pas. Mais une chose est sûre, vous devez savoir que Afi a été toujours aux côtés du roi Gbagbo. Lorsque ça chauffait, lorsque les rebelles ils commettaient des massacres à Guitrozo, dans les régions de l'Ouest, lorsqu'ils commettaient des assassinats, Afi a été toujours auprès de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne l'a pas chassé pour dire Afi, tu m'as trahi. C'est à cause de toi, Afi, qu'ils ont tué les gens de l'Ouest. Qu'ils ont commis des trucs, comment on appelle ça, des forces communes à l'Ouest. Afi a été resté toujours fidèle à Laurent Gbagbo. Vous devez comprendre cela. Je ne sais pas qui a mis cela dans vos têtes pour dire Afi a trahi Laurent Gbagbo. Afi a trahi Laurent Gbagbo. Afi a trahi Laurent Gbagbo au dernier moment. Vous devez savoir
qu'au moment où les Stéphane qui prennent, ils endayaient les Ivoiriens, Afi était du côté de Laurent Gbagbo. Il n'a pas poussé un rebelle à prendre les armes pour assassiner les Ivoiriens, mes frères et sœurs. Afi, il n'a pas pris les armes, ou bien il n'a pas donné l'ordre à Ouattao d'assassiner les Ivoiriens, de commettre des actions en Côte d'Ivoire. Il n'a pas demandé à l'armée française de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Si ça a été bombardé, ce sont les Stéphane qui prennent. Parce que toute chose a un début. Un début, même vers la fin, si Stéphane Dupré, il avait déjà fui et qu'il n'était plus là-dedans, mais ce sont eux qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé cette chose. Et c'est eux qui ont donné la valeur à cette rébellion. Et c'est cette rébellion qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Si toi tu es en exil, si toi tu as perdu un membre, un parent, c'est Stéphane Dupré. Il ne peut pas, parce que les Soron Diop, eux, ils ont trouvé les IB après. Vous comprenez? Mais les IB, c'est pas Dupré. C'est eux qui ont commencé la rébellion. Les anarchistes communaux que vous vénérez aujourd'hui là, qui crient, mais ils étaient là-dedans. Ce sont eux qui ont formé cette rébellion. Pourquoi faire confiance à anarchistes communaux? Faire confiance à Stéphane Dupré. Régner à Fonguesson. Mes frères, même si vous faites des reproches à Fonguesson, que non, il a trahi le combat, mais vous pouvez l'appeler. En tant que des vrais militants, en tant que des personnes sensées, vous devez convoquer ce monsieur pour dire, on veut causer. Pourquoi on dit qu'il a trahi le combat? Vous devez lui faire des reproches. Lui dire ce que qui vous fait mal au cœur. Vous pouvez lui dire la vérité, une certaine vérité, mais vous ne l'appelez pas. Vous ne voulez pas discuter avec lui. Non, c'est un traître. Mais lui qui a fait coalition hier avec des gens, c'est-à-dire la communauté internationale, avec le Burkina, pour assassiner les Ivoiriens, c'est lui-là, vous battez campagne pour lui, on vous voit dans la rue de Paris, Afio, ils vont des pagnes, vous payez, oh Afio, le président, l'UNG, mais vous avez oublié, avant de mener une lutte, il faut connaître le passé, il faut connaître l'histoire, vous menez cette lutte-là, pourquoi? Vous voulez la libération de Laurent Gbagbo, Gbagbo à quoi? Gbagbo est victime de qui? Si vous savez qu'il a été victime de la France et de la rébellion, ramenez-vous dans le passé. Qui a créé cette rébellion? Quels sont ceux qui ont été les premiers à commencer cette rébellion? C'est ça la question. Si tu connais ça, l'histoire ne va pas t'échapper. Et tu ne peux pas faire une erreur dans ton combat. Parce que ceux que vous soutenez aujourd'hui, demain aussi, ils peuvent vous trahir. Ils peuvent vous trahir. Moi, c'est un appel. C'est un appel, je demande aux Ivoiriens de mettre un peu d'eau dans leur vin. Afi est un traître, Afi est un traître, ils ne veulent même plus voir clair. On lance un message, une marche nationale pour la société civile. Oh, Afi, il soutient le président Ouattara. Mais ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils ne voient pas que non, Afi, il soutient le pouvoir Ouattara. Non, ils voient les militants qui sont d'accord, qui réclament Laurent Gbagbo. On va libérer Gbagbo, on va libérer. Donc, ce nom-là, ça envoie un message fort à l'international. Ben Sida, même s'il est assis dans son fauteuil où il fait du mal à nos leaders politiques, Blaise Goudé et Laurent Gbagbo, elle va attendre ce nom. On va libérer. Ah, le peuple est encore toujours déterminé pour la libération de Gbagbo. On pensait que non, il n'avait plus des militants sur le terrain. Les Ivoiriens, ils sont toujours déterminés. Ah, ça devient sérieux. Ah, vraiment, on ne peut pas condamner ce monsieur parce qu'on doit faire très attention. Si on le condamne et que cette foule qui est sortie, qui réclame la libération de ce monsieur, c'est dangereux. Est-ce que ceux-là, ils ne vont pas se révolter contre les infrastructures françaises, les biens des élites européennes? Est-ce qu'ils ne vont pas se révolter contre ça? Voilà le message. Le message, ce n'était pas pour dire à la salle à quitter le pouvoir. Le message que Afi voulait faire passer, je connais ce message. Moi, j'échange avec des gens et donc j'ai connu le fond de cette marche. Cette marche, ce n'était pas pour aller casser, ce n'était pas pour demander le départ d'Alassane. Mais cette marche était destinée à enlever la peur dans les cœurs des Ivoiriens d'abord, mais faire entendre la communauté internationale qui pense que Laurent Gbagbo, il n'avait pas de partisans en Côte d'Ivoire. Et que Laurent Gbagbo avait été battu par Alassane Ouattara pendant les élections présidentielles de 2010. C'était un message pour dire Laurent Gbagbo a beaucoup de militants. Et donc, il n'a pas perdu les élections. Mais quand vous dites, quand on vous demande de sortir et que vous refusez, et qu'on voit une petite minorité qui sort, on dit réellement Laurent Gbagbo, il n'avait pas de militants.
Et c'est lui qui dit il avait gagné truc, les élections en 2010. Avec ça là, il pouvait gagner l'élection, il n'a pas gagné l'élection. Et ils vont donner raison à Alassane Ouattara. Ils vont dire Laurent Gbagbo, c'est lui qui a semé le désordre. Voilà, mais comme vous êtes des militants, il y a des hommes politiques qui vous manipulent. Moi, je suis un cyberactiviste, mais je vois la profondeur des choses. Mais il y a d'autres, tellement ils sont aveuglés, tellement, je ne sais pas dans quelle logique ils sont, dans quelle philosophie ils sont, mais ils ne pensent pas à tout cela, à tout ça. Ils ne regardent nulle part. Eux, dans leur logique, non, Afi est traître, non, il copie avec votre. Mais est-ce que vous savez quel message il veut faire passer? Le message, c'était pour dire à la communauté internationale que les jeunes Ivoiriens, ils sont déterminés. Ils vivent la pauvreté. Et il y a eu des journalistes qui ont fait des interviews. Donc, les gens, ils vont parler de ce qu'ils vivent. Toi, tu ne fais pas militer pour dire, on te pose une question, un journaliste ou une journaliste vient, et puis tu vas dire, Ouattara est bien, Ouattara il gère bien, mais tu es venu marcher pourquoi alors? Mais on te pose des questions, mais c'est le moment de parler. Pourquoi tu es venu dans les rues? Il faut dire ça. C'est comme ça le RD avait fait pour déstabiliser Laurent Gbagbo. Ou bien, quand il marchait, et puis on lui posait des questions, il disait Laurent Gbagbo est un dictateur, Laurent Gbagbo est comme ça, Laurent Gbagbo est comme ça. Et les organisations internationales, les ONG ont pris note pour dire Laurent Gbagbo était un dictateur. Maintenant, autour de Alassane, quand on vous appelle, non, c'est un traître, non, on ne va pas. Mais comment est-ce que les gens peuvent dire qu'Alassane est un dictateur? Parce que lui, quand il fait ses voyages à l'international, il donne une bonne image de la Côte d'Ivoire. Il dit la Côte d'Ivoire, tout va bien. Il n'y a pas de pauvreté. Même l'emploi, il donne même l'emploi aux gens. Et le chômage, c'est abaissé. Voilà. Oh, pourtant, les Ivoiriens, vous-même, vous savez qu'il y a le chômage à Côte d'Ivoire. Mais si vous ne voulez pas parler, est-ce que vous êtes dans les salons? On fait des vidéos. Mais eux, ils veulent voir des actions, si réellement, parce qu'on ne peut pas faire des vidéos, ils vont nous croire. Donc, c'est sur le terrain. Quand il y a des marches comme ça, des manifestations, on dit, ah, réellement, ça ne va pas. Raison pour laquelle les gens, ils sont dans les rues. Donc, on va leur poser des questions. Il y a des médias qui vont là-bas pour poser des questions. Voilà le message qu'ils voulaient faire entendre pour réclamer la libération de tous les prisonniers. Parce qu'Alassane, quand il vient à l'Élysée, il dit il n'y a pas de prisonniers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Vous-même, vous l'avez entendu à l'Élysée, il a dit ça. Maintenant, on vous demande de sortir. Moi, j'ai cru qu'en France, il allait avoir cette manifestation. Je me suis apprêté. Ils m'ont dit non, la manifestation n'allait plus avoir lieu en France. C'est ça qui a fait que je ne suis pas parti. Sinon, j'étais prêt pour arriver là-bas, pour participer aussi. Mais malheureusement, en Belgique, on ne fait pas cette manifestation. Et en France, ils m'ont dit non, ça ne va pas avoir lieu, que c'est seulement en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah, ok, c'est que ça va. Donc, tout ce que je peux faire, c'est pour faire une vidéo pour soutenir tous ceux qui vont manifester, parce que ce n'est pas une manifestation pro-Afi, c'est une manifestation pour tous les Ivoiriens, pour réclamer la libération des prisonniers, pour dénoncer la cherté de la vie, la pauvreté, oui, la torture que le pouvoir Ouattara exerce sur le peuple ivoirien. Oui, pour dénoncer tout ça, là, le vol que le gouvernement fait. Le gouvernement endette notre pays. C'était pour faire entendre ça. Pour dire l'argent qu'il s'en va prendre à l'étranger, là. Quand il prend, il vient là. Il ne fait rien en Côte d'Ivoire. Il ne construit rien. Il prend ça, il partage ça avec ses amis. Voilà pourquoi vous appelez dans les rues. Mais non, vous n'avez pas écouté. Vous avez cru que non, c'est un combat pour Afi, la jalousie et tout ça. Non, avec ça, on ne peut pas gagner. Et avec ça, on veut, en 2020, prendre le pouvoir. Mais vous pensez que avec une telle mentalité, vous pouvez prendre le pouvoir en 2020. Mais non, le pouvoir va encore vous échouer. Et quels sont ceux qui vont venir? Mais si eux encore ils restent là, mais les prisonniers ne vont pas avoir un truc à la libération. Sachant bel et bien que si vous prenez le pouvoir en 2020, ça peut changer les données politiques. Parce que n'oubliez pas, la CPI, c'est la Côte d'Ivoire qui finance ça. L'État ivoirien. Vous comprenez? C'est l'État ivoirien qui finance la CPI. Dans le but de juger Laurent Gbagbo. Vous pensez que les Blancs, ils vont prendre leur argent pour payer Maître Atid, pour payer Maître Zokou, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils disent non, c'est l'argent de l'ONU. C'est l'ONU qui finance. Rêvez, hein? La Côte d'Ivoire verse une somme incroyable dans les mains de ces organisations dites onusiennes. Et c'est dedans, ils prennent un peu d'argent pour payer les avocats. Donc, tout ce que les Blancs, ils vous disent, non, c'est l'ONU qui paye les avocats. Vous rêvez, les Blancs, ils vont prendre son argent pour payer quelqu'un parce qu'on juge un Africain. Vous pensez qu'ils ont ce temps? Ils prennent notre propre argent pour juger nos propres frères et nos propres
parents africains. C'est ce que nous oublions. Or, si le FPI prend le pouvoir en 2020, ça change les données politiques. C'est-à-dire, il n'y a pas, si c'est Afrique qui prend, si c'est Sangaré qui prend, l'un des deux là, personne ne peut prendre l'argent des Ivoiriens pour financer ces pays, pour dire juger Gbagbo, juger Blé Goudé. Jamais, jamais, jamais. Vous avez vu ça où? Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas, en aucun cas, ils vont le faire. Alors, pourquoi vous êtes dans des amusements? Vous rigolez, vous êtes là jouer du ping-pong, je ne sais pas de quoi vous êtes. La jalousie, la jalousie. Prenez conscience, c'est le moment. Moi, souvent, je fais des vidéos pour dénoncer certaines choses. Je dis la vérité. Mais la vérité, vous savez, la plaie, elle fait mal. Mais quand on veut la soigner, il faut presser ça. Il faut soigner, ça brûle. Mais c'est dans la brûlure que vient la guérison. Ah oui, parce que quand au village, quelque chose te blesse, la presse, c'est bizarre. On chauffe l'eau chaude. On prend un chiffon, on fait en masse, la même masse, ou ta soeur masse, ou ta femme masse. Mais tu pleures, ça te fait mal. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est ça qui te donne la guérison. Donc, vous voyez, parfois on dit la vérité, ça fait mal. Mais c'est dans la vérité qu'on peut avancer. On se dit les bouets et après on avance, on se met ensemble. Là, chacun il connaît des choses sur l'autre et on est ensemble, mais on se connaît. Voilà comment on doit progresser. Maintenant, on ne veut pas, on est dans l'histoire de jalousie. Non, il est traître, l'autre aussi il est traître. Et en 2020, c'est 3 ans, 2017 même est déjà fini. Normalement, il va rester 2 ans. 2 ans, il reste 2 ans et demi. Et on est dans cette mentalité. Non, 2020, vous allez partir là, c'est échec. Parce que si c'est Afrique qui se présente, mais les membres de Sangaré, ils vont dire on ne vote pas Afrique parce qu'il y a beaucoup qui ont fait ça aujourd'hui. On ne vote pas Afrique. Il va partir. Oh, monsieur 2%, monsieur 9%. Mais on se fait du mal nous-mêmes. C'est-à-dire, on pense combattre Afrique, on pense faire du mal à Afrique, mais nous faisons du mal à nos propres frères et sœurs prisonniers. Vous pensez qu'Afrique, par exemple, il est président aujourd'hui, il va dire De Gaulle n'a qu'à être prisonnier. On l'a mis au camp pénal de trucs. Il y a des prisonniers, les CK qui souffrent. Il y a les grosses ampoules qui sont fixées sur leur visage. Ils regardent lumière à longueur de journée. Pour sauver cela, vous êtes là, vous présentez. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Maître Zokou, je pense que dans une vidéo, il a dit que chef Blé Goudé a dit la CPI, c'est plus dur que la MACA. Quelqu'un qui a fait 4 fois en prison en Côte d'Ivoire, il connaît ce que c'est que la MACA. Il sait la souffrance qui se trouve à la MACA. Maintenant, il dit aux Ivoiriens que la CPI, non, ce n'est pas la peine. La marque est mieux que la CPI. Comprenez que ceux-là, ils souffrent. Ils souffrent. Maintenant, vous prenez la souffrance pour jouer du jeu. Vous prenez la souffrance pour dire non, on va aller jusqu'au bout. Non, Laurent Gbagbo, il avait dit ça parce qu'il ne connaissait pas encore la douleur de la CPI. Maintenant qu'il est là-bas, il comprend. Il ne peut plus jamais dire, même si on lui donne la parole, il ne peut plus jamais dire on va aller jusqu'au bout. Jamais. Il ne veut plus encore prononcer ce mot. C'était au début, il pensait que c'était bien. Au début, il a dit non, il ne pouvait pas dire la CPI n'est pas bien. Devant les Blancs, c'est les Blancs qui vont le juger. Donc, il faut utiliser une politique pour dire ils sont gentils dans le but de te libérer. Donc, Laurent Gbagbo avait tenu ses propos pour dire aujourd'hui, je me sens à l'aise, vous me soignez et tout. Il ne peut pas dire, accuser encore les Blancs pour dire vous êtes mauvais. Ils vont dire ah, son impolitesse ou bien sa politique de radicalisation de la Côte d'Ivoire contre l'anti-impérialisme, il prend ça pour envoyer ça à la CPI. Ah, ce qu'on disait de lui, c'était vraiment vrai. Donc, on va le foutre en prison. On va le condamner. Donc, il fallait qu'il fasse un discours mou, un discours sage. Raison pour laquelle il a tenu ses propos. Maintenant, vous, si vous êtes des vrais politiciens, si vous êtes des grands visionnaires, vous devez comprendre les propos de Laurent Gbagbo pour essayer de militer le plus tôt possible pour gagner sa libération provisoire. C'est très important. Blé Goudé et tout cela. Les messieurs, ils vous disent, ils souffrent. Même si Blé Goudé a dit ça, Laurent Gbagbo, il ne peut pas dire parce qu'il est le papa. Donc, il passe par Blé Goudé pour avouer certaines choses. Si Blé Goudé, l'un des avocats de Blé Goudé vient, il dit c'est dur, mais comprenez que cela, ils souffrent. Pendant combien ce n'est pas encore garanti qu'en 2020, ils vont les libérer. On va aller jusqu'au bout. Vous pensez que les Blancs, ils sont comme ça. Les Blancs, ils sont comme ça. Si vous ne connaissez pas, vous allez jouer. 2020 va arriver, ils vont condamner les gens à cadeau. Au moment où il est temps, mettons-nous ensemble. Cessons de publier des choses affirmées comme ça, sans galère. Arrêtons ça. On doit comprendre la politique ivoirienne maintenant. Le RDR est parfois divisé, mais ils sont soudés. Ceux qui se battent pour Soro, mais si on dit Alassane est président en 2020, vous allez les voir. Eux tous, même Soro, même il va aller voter Alassane.
Il va aller voter à Alassane. Et Alassane encore, il va gagner. C'est ça. Mais nous, un pays, on ne prend pas conscience. Quand on est dans une logique, on ne calcule pas. Il est traite, il est traite. Mais est-ce que lui que vous dites il est traite, s'il est président, est-ce que réellement il va maintenir les prisonniers politiques là-bas? Est-ce qu'il va les maltraiter? Est-ce il va financer la CPI pour condamner toujours l'homme? C'est ça les vraies questions. C'est ça les vraies questions. Vous ne prenez pas compte de ça. Mais quand on fait comme ça, le FPI va rester toujours là. On va jouer dans l'amusement, la Soro va devenir président. Et si jamais il devient président, de la manière il est là, il dit réconciliation, détrompez-vous. Il va encore rendre la situation pire. Tout ce qui est arrivé, ce n'est pas lui. Lui, il veut les trucs, Stéphane qui prend la session. S'il vient au pouvoir, lui, Soro, il est jeune, hein, il va vouloir rester au pouvoir pendant longtemps. Vous comprenez? Il est encore très jeune. Il va vouloir conserver le pouvoir pendant longtemps. Et il sera prêt à faire n'importe quoi parce qu'il n'a plus peur du sang humain. Il sera prêt à faire n'importe quoi pour garantir son pouvoir. Donc il ne va pas jouer avec le pouvoir. Si vous restez d'amusement, Soro, il prend le pouvoir, vous êtes foutus. On est foutus. Les prisonniers sont foutus. Parce qu'en aucun cas, Soro va venir au pouvoir, il va vouloir libérer Blé va le défier sur la scène politique. Vous pensez que Soro Guillaume, il est truc, il n'est pas. Non, il est trop hier. Parce qu'il sait que s'il devient président, et que Blé est libéré, il sait que Blé a la popularité. Si peut-être d'abord il dit bon, je ne vais plus faire la politique, mais suivez Blé, la jeunesse suivez ce petit, il a souffert avec moi et tout ça. Mais il sait que les Ivoiriens vont se mettre derrière Blé. Ou bien Babo peut dire j'ai choisi un autre leader, suivez celui-là. Les Ivoiriens vont se mettre derrière. Donc, Soro Guillaume, si jamais vous vous amusez, il prend le pouvoir, mais il va dessus les choses. Mais si c'est pour donner 2 milliards par mois à la CPI, il va dire tenez, gardez-les là-bas. Parce que Soro, il veut conserver son pouvoir. Qui tombe dans l'histoire de la plaisanterie, les idées de petitesse. Et oui, la politique des enfants. Ce que vous faites, quand je vois les réseaux sociaux, les gens, non, ça me fait mal. Quand je vois ça, je dis, mais quand est-ce que les Ivoiriens vont grandir? Je vais vous dire pourquoi vous avez ces idées-là. Les Ivoiriens, je vais leur dire aujourd'hui pourquoi ils ont ces idées. Parce qu'il faut rentrer dans l'histoire. Moi, je connais l'histoire, donc c'est ce qui fait que, et quand je parle d'autres, ils sont étonnés, peut-être ils vont m'insulter parce qu'ils n'ont pas d'argument. Écoutez-moi très bien, les Ivoiriens qui sont nés dans les années 77, dans les années 73, jusqu'en 90, dans les années 77, on considère, jusqu'en 70 à 90, ils n'avaient pas encore 18 ans, vous comprenez? En 90, il y a eu le multipartisme. Dès qu'il y a eu le multipartisme, il y a eu la création de plusieurs mouvements et de partis politiques. Donc, ces partis politiques utilisaient les mouvements pour que ces mouvements servent de bras armés, je dis bras armés, c'est-à-dire armés de trucs de la parole. Voilà, on peut être armé de plusieurs façons. Voilà, verbalement, voilà, la détermination sur le terrain. Donc, les partis politiques utilisaient ces mouvements. Et ces mouvements, qu'est-ce qui constituait les mouvements? C'était la jeunesse. Les jeunes hommes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans. Et donc, ces jeunes-là, ils ont grandi dans cette tendance de faire les marches, un peu seulement. Ils étaient dans les rues. Vous voyez, quand Laurent Gbagbo il combattait Oufoué, mais quels sont ceux qui étaient dans les rues qui tapaient les assiettes, les bidons? Oufoué volait, c'était des enfants. C'était des enfants. Et ces enfants aujourd'hui, ils ont 45 ans, ils ont 50 ans. Ils ont 45 ans, ils ont 50 ans. D'autres même ont 37 ans. Vous comprenez? Donc ces enfants ont grandi là-dedans. La FESI a été créée. La FESI a combattu bel et bien Oufoué. Donc ceux qui étaient les élèves, seulement on connaît quand on dit la FESI, on connaît Blé Goudé, Soro Guillaume, les Damana Picasso, les Yves, je n'ai pas envie de les citer. Mais c'est eux qui étaient les patrons. Mais au sein de la FESI, il y avait, c'est tous les élèves, d'autres, ils étaient les membres de la FESI. Donc, ils étaient contents lorsqu'on dit prêt, on siffle le sifflet. Ils ne voulaient pas faire des cours. Ils étaient dans les rues, ils brûlaient les bus. Donc, des gens qui ont grandi dans cette mentalité. Pensez-vous que non seulement ils vont connaître la politique? Pensez-vous que ceux-là, ils vont bien raisonner parce qu'ils ont grandi avec ce sang qui est chaud, le sang de boycotter, le sang qui est chaud, c'est-à-dire, quand c'est truc, il faut réagir tout de suite, il faut boycotter, il faut dire non, je ne veux pas, et puis tu es dans une ligne, tu es gamé, tu ne veux pas changer ta position, et voilà. Pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont 50 ans et ils raisonnent comme des bébés? Parce que pendant qu'ils avaient encore 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils ont grandi dans une politique de boycott, de marche. Oui,
Une politique de F6. Donc, ceux-là, ils ont grandi là-dedans. Ne vous étonnez pas de voir les Ivoiriens raisonner de la sorte. Ils ne veulent pas pousser leur raisonnement très loin pour voir est-ce que sur la ligne sur laquelle ils sont, est-ce que c'est une vraiment bonne ligne pour mener la politique ivoirienne. Est-ce que c'est une bonne ligne qui peut servir au parti FPI? Est-ce que la division au sein du FPI, quels sont ceux qui ont les cartes du FPI? Ils sont combien de millions en Côte d'Ivoire? Parce que nous savons que nous sommes entre 24 millions et 23 millions. Si on enlève les étrangers, les Ivoiriens même, ils sont 18 millions. Si on enlève maintenant les mineurs, les Ivoiriens même, il peut rester au moins 13 millions de majeurs au FPI là. Au FPI là même, là, il y a combien d'Ivoiriens qui ont 4 ans d'FPI? Qui sont les partisans, je n'ai pas dit les militants, je dis les partisans du FPI, ils sont combien de millions? Maintenant, si eux encore ils se divisent, avant de vous diviser là, rappelez-vous aux élections de 2010, Laurent Gbagbo a eu combien de pourcentage au premier tour? Je pense que c'est 34%, si je me rappelle bien. Vous dites que Afi a eu 9%. Dans 34, on enlève 9, il va rester combien? Afi qui a eu 9%, là, dans 34, là, on enlève 9, il va rester combien, mes frères? Il va rester combien? On revient dans les 20. Ok. Donc, imaginons les 34% qui avaient voté pour Laurent Gbagbo au premier tour. On suppose que Sangaré il va aux élections en 2020. Et donc, on est 34% que Sangaré devrait prendre. On enlève 9%. Vous pensez qu'avec les résultats qui viennent, Sangaré va gagner l'élection pour être président de la République de Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais. Et donc, pendant ce temps, il sera obligé de passer au deuxième tour. Et donc, comme il y a toujours la haine, d'autres vont dire, oh, on ne le vote pas, on ne le vote pas. Et puis, le pays diminue toujours. Il n'y aura pas d'augmentation de pourcentage. Or, le PDC et le RDR, ils vont encore faire une coalition, et puis, bah, ils battent le FPI, ils sont toujours présidents. Donc, avant de faire la politique, pensez-y. C'est des choses qu'il ne faut pas écarter. Il faut étudier toutes les pistes. Mais non, vous n'étudiez pas les choses, vous ne voyez pas ça, la haine vous anime. Là où on doit dialoguer, il y a la haine. Vous poussez la haine devant, au lieu de prendre une idée de maturité pour dire, est-ce que là il faut la haine? Parce que quand tu demandes quelque chose, ta main est toujours en bas. Quand tu vises un objectif, il faut demander, il faut supplier. Donc le FPI devrait se rallier. Et même se rallier et chercher encore d'autres mouvements pour faire une coalition. Essayer de convaincre les membres d'en face, c'est-à-dire les partisans d'en face, pour les convaincre, pour les amener au sein du FPI. Voilà la stratégie que vous devez prendre, parce que vous savez que les prisonniers ils souffrent. Ouattara, il n'est pas prêt pour les libérer. Et après Ouattara, si vous jouez, et puis un membre du PDCI ou truc vient encore, ils vont les maintenir. Tant que Bédié sera là, tant que Bédié sera vivant, et puis Ouattara sera vivant. Tant qu'ils seront vivants, et puis un membre du RDR ou un membre du PDCI prend le pouvoir en 2020, ils ne vont pas libérer les prisonniers. Il faudrait que pour que la carte change, pour que les données changent, le FPI doit tout faire pour prendre le pouvoir en 2020. Et pour prendre le pouvoir en 2020, ce n'est pas ces plaisanteries dans lesquelles vous êtes. Ce n'est pas ces plaisanteries. Il faut des vrais calculs pour prendre le pouvoir en 2020. Et donc, dans cette vidéo, c'était pour faire comprendre aux Ivoiriens et le parti du FPI ce qu'ils risquent s'ils continuent dans cette politique des enfants. Donc, je vais essayer de voir les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui me sont posées. Il faut respecter le beau du président Gbagbo. Adama Bamba. Mais voilà dans les trucs que vous êtes. Respectez le beau du président Gbagbo. J'ai dit que la vérité, ce sont des faits. Et lui-même, c'est pas qu'il il sait, il est conscient, il sait. Vous savez, quand tu tiens des propos qui ne sont pas avérés, on peut te poursuivre devant la justice. Je sais ça, je suis en Europe. Donc, en aucun cas, je voulais vous montrer l'enregistrement, vous faire écouter ça. Mais malheureusement, on dit l'enregistrement a été, on ne veut pas lire l'enregistrement. Et c'est ça. Sinon, je voulais vous faire écouter l'enregistrement. C'est bel et bien ça qui est là, mais on ne peut pas lire, impossible. Vous voyez, quand tu cliques sur ça, on dit échec des trucs. Donc, je ne peux pas dire. Je voulais vous montrer pour que vous puissiez comprendre l'enjeu. Voilà. Ceux-mêmes qui sont autour de lui, ses propres amis. Ceux-mêmes qui étaient là, et puis le coup s'est déroulé,
Ils étaient nombreux. Voilà, donc je voulais vous faire écouter certaines choses, voilà, des enregistrements, vous allez écouter pour voir comment ceux-là, ils ont planifié le coup pour que Stéphane Kipré puisse prendre la fille de M. Laurent Gbagbo. C'est ce que je voulais vous faire écouter pour que le monde entier comprenne qui est Stéphane Kipré, comment il a fait pour endormir le président Gbagbo et la première dame. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire écouter parce que je ne mens pas. Je ne mens pas et donc je sais ce que je dis. Vous comprenez? Donc ce n'est pas histoire de dire j'ai manqué de respect à Stéphane Kipré. J'ai dit des choses qui sont avérées. Voilà. Hussein Bawan. Mon frère, si tu es fâché, je ne t'ai pas appelé. Donc quand tu veux nous faire savoir que le président Laurent Gbagbo était un bandit parce qu'il fréquentait l'église d'un bandit. Je n'ai pas dit Laurent Gbagbo était un bandit. Laurent Gbagbo, je n'ai pas dit il est un bandit. Je dis Guy Vincent Kogi était un bandit. Parce qu'il a fait croire au monde entier, aux Ivoiriens, qu'il a changé. Mais en réalité, dans son changement, il faisait des coups bas. Mais est-ce que Laurent Gbagbo, il savait que Guy Vincent Kogi, il faisait deal avec Stéphane Kipré? Lui, il ne savait pas. Donc, il le voyait en un bon homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est un truc, comment on appelle, Simone Gbagbo, c'est son cousin qui est Guy Vincent Kogi. Hein? Donc, ils sont ensemble. Donc, il a fait confiance à ce grand bandit de chemin qui a changé, qui s'est converti en homme de Dieu. Donc, il dit, ah, ces gens-là, il faut fréquenter parce que c'est un bon homme de Dieu, celui qui a fait des choses bizarres et aujourd'hui il a changé. C'est que c'est vraiment Dieu qui l'a touché. Donc, il fréquentait ce monsieur. Mais ce monsieur, en retour, il faisait des coups. Et quand Stéphane Kipré a réussi son coup, il a financé Guy Vincent Kogi, il lui a donné des millions. Il lui a donné des millions. Donc, le prix, il a récompensé Guy Vincent Kogi. Mais le Gbagbo, il ne savait pas que ce monsieur, il était comme ça. Il ne savait même pas. Et quand ça devait chauffer, Guy Vincent Kogi, il partait au palais présidentiel pour dire des choses bizarres à Laurent Gbagbo. Non, reste là, Dieu est grand, il va te protéger et tout ça. Ils ont menti au monsieur. Au pauvre monsieur, ils l'ont menti. Il a menti, Laurent Gbagbo et sa famille. Il y avait plusieurs pasteurs qui partaient là-bas comme ça pour mentir à Gbagbo et sa famille. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'envoie dans ce pays. Lui, Odia, là, il ne met même pas ses segments là-bas. Il ne prend même pas le temps de mettre ses segments dans ce pays. Pour lui rendre visite, pas pourtant. C'est lui-même qui a fait, et puis c'est pas qui a pris sa fille. Mais aujourd'hui, il ne met même pas ses segments là-bas. Il est en Côte d'Ivoire, il se fait des millions avec son église, et puis il est là. Voilà ce que je déplore. Voilà pourquoi je dénonce ça. Voilà ce qui me pousse à dénoncer ça. Donc, laissez-moi tranquille quand je dénonce les choses. Il ne s'agit pas de dire j'ai manqué de respect à qui que ce soit, mais il faut dire la vérité lorsqu'elle est là. Il ne faut pas essayer de voiler les choses. Il faudrait que tous les Ivoiriens et tous les Africains, ainsi que Ivoiriennes et Africaines, sachent la vérité sur cette histoire de Stéphane Kipré à épouser la fille du président. Comment est-ce que ce dernier est arrivé là-bas? Parce qu'il était un ancien bandit de grand chemin, un ancien rebelle. Comment est-ce qu'il a pu pénétrer dans le palais présidentiel? Oui, dans la résidence du président. Et c'est ce que je vous ai dévoilé. J'ai détaillé ça du début à la fin. Donc, ceux qui n'ont pas compris la vidéo, vous pouvez recommencer. Qui est Stéphane Kipré? Qui est Guy Vincent Kogi? Qui est Sylvie Kogi? Voilà, la femme de Guy Vincent Kogi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment Stéphane Kipré a pu faire pour épouser la fille de Laurent Gbagbo? Donc, j'ai exposé les choses. Comment est-ce que Stéphane Kipré a participé à la signature de Laurent Gbagbo pour faire croire aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo voulait être le président du FPI pendant qu'il est à la CPI et tout ça. Donc j'ai déballé tout ça là-bas. Vous allez voir. Ok. On est ensemble, lol. Ouais. Salut mon frère. Ah, Lako Soupa. Merci mon frère. Merci. Big up à toi, hein. Evelino Yode, merci, bravo, très fiable et fin politisé. Je suis fan, bravo. Donc, c'était l'incontournable bien complet, mais bientôt je vais essayer de prendre un bon appareil. Voilà, ça c'est une tablette, ça fout la merde. L'autre tablette, ne pensez pas que je n'ai pas des trucs et des appareils. Voilà, autre tablette ici. Voilà encore ici. Voilà encore ici. Mais ça, les vidéos ne sont pas
Très bien. Donc, je vais changer. Je vais payer encore. Donc, ça, c'est mon petit gongolo. Voilà. Ça, c'est mon petit truc. Donc, vous voyez, je vais encore payer un autre appareil pour voir si ça peut. Il faut un bon appareil qui fait des bonnes vidéos, mais je ne sais pas quel genre d'appareil. Quand on paye, on fait. C'est bizarre. C'est bizarre, je ne sais pas qu'est-ce qui est dérangé dans les trucs. Mais je vais voir. Quand je vais payer, je vais dire, donc à régler, je vais faire une vidéo là, je vais voir si c'est propre avant de prendre ça. Voilà. Donc, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive un truc, la politique ivoirienne, surtout essayez de réveiller vos consciences et prenez conscience. Je suis d'accord avec vous et je vous fais confiance. Je sais qu'un jour, ça va arriver. Voilà, vous allez penser à ça. Tout ce que j'ai dit, pensez-y. Parce que les propos que j'ai tenus ici, c'est faux. Je sais que Stéphane Kipré va porter plainte contre moi, mais je sais que c'est avéré, raison pour laquelle je suis venu devant cette caméra et j'ai tenu ces propos pour dévoiler ça à la nation africaine. C'est très important, je dis à la nation, au continent africain. Voilà, et à la nation ivoirienne. Ciao.